Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets découvertes dans l'ingénierie au Québec. Mon nom est Émile Demers. J'ai réalisé que je ne le mentionnais pas mon nom dans les autres épisodes, puis je l'écrivais juste dans la description à la fin. Donc maintenant, vous allez savoir c'est qui. Cependant, mon invité sait certainement je suis qui parce que c'est un de mes plus vieux amis. Ben, pas parce qu'il est vieux, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on est amis. Euh, Accompagnez-moi, là j'ai écrit une petite description, vous allez voir, vous allez capoter. Accompagnez-moi aujourd'hui dans un voyage microscopique dans l'univers de la 5G. Mais avant ça, premièrement, un petit résumé de l'épisode 7. Donc, le dernier épisode que j'ai fait, c'était sur soigner les traumatismes crâniens avec l'ingénierie mécanique avec Simon Lapointe. C'est un épisode très intéressant. Si vous voulez entendre des histoires de qu'est-ce qui se passe derrière les salles d'opération, comment les médecins et les chirurgiens détruisent des os, ça m'a. C'est bizarre, mais c'est une des parties qui était le plus captivant là, parce que c'était vraiment morbide. Là. Mais tu sais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de trucs intéressants à aller voir là. Simon a fondé sa propre compagnie, Encéphalix, qui a pour but de justement soigner des traumatismes crâniens, des AVC, avec seulement une chirurgie. Dans le fond, il y a des patients là, que leur cerveau, ça se met à enfler. Puis bon, fait que, allez écouter ça si vous ne l'avez pas entendu, c'est vraiment cool. Ensuite de ça, je le mentionne là, depuis une couple de semaines, puis on dirait que vous ne m'entendez pas, je vais le dire plus fort. Là. Allez me donner un petit review, là, ces plateformes, s'il vous plaît. Là, s'il vous plaît. Là, je vais juste dire s'il vous plaît, je ne vais rien faire de plus pour vous convaincre. Et puis, écrivez-nous si vous avez des suggestions d'épisodes à emile.demers.1@hotmail.com. Je suis toujours à la recherche de nouveaux stocks, malgré que là, on est comme sur une lancée. Fait que là, cette semaine, la 5G et l'amélioration du rendement avec justement Philippe Bourgault. Bienvenue, Philippe. Ben, merci, Émile. Yes. Dans le fond, ben, c'est ça. Là, comme je mentionne, j'essaie de plus en plus ben, je suis toujours à la recherche de contenu. Et vous allez remarquer que, bon, cette semaine, c'est quelqu'un que je connais très, très, très bien. Et ça se peut qu'on ait d'autres invités comme ça dans les prochaines semaines. Euh, donc, Philippe, tu kickstarts ce que je vais espérer être un excellent épisode parce qu'on se connaît déjà. Donc, j'ai hâte de voir où que ça va aller. Mais toi, là, la 5G, là, on est quand même loin de la mécanique, là, puis je pense que c'est important de mentionner, comme on s'est parlé behind the scenes, Philippe, que, tu sais, c'est un podcast qui a quand même un gros focus sur l'ingénierie mécanique, parce que moi-même, je suis ingénieur mécanique, mais c'est important de, des fois, se ramener aussi à d'autres sujets qui sont intéressants, comme l'électrique. Je pense que dans les premiers épisodes, il y avait beaucoup de robotique, puis l'électrique en fait beaucoup partie. Donc, la 5G, ça peut paraître vraiment out there, mais je souhaite espérer qu'ensemble avec Philippe et moi, on va être capable de vous divertir. Puis surtout, les électriciens qui nous écoutent vont sûrement comprendre plus que moi. Mais ça va être Ben, cool. c'est sûr, parce c'est sûr que la 5G, on entend beaucoup, beaucoup parler depuis au moins 2, 3, 4 dernières années. C'est un réseau qui veut pas avec les téléphones intelligents qu'on a, qui vient, on va avoir accès de toute façon dans notre vie tous les jours. Fait que c'est intéressant de savoir un peu qu'est-ce que c'est, pourquoi, c'est quoi qui est différent un peu avec la 4G, qui était la version précédente, où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est quoi les nouveaux technologies, les nouveaux développements, qu'est-ce qui va faire que ça améliore notre téléphone en règle générale au niveau de l'électronique. La 5G, c'est vraiment à l'échelle mondiale, c'est un réseau global. Moi, là-dedans, moi, je travaille Oui. en recherche à l'université. Là, on s'entend que c'est comme une petite, une infime, je dirais un grain de sel parmi tout ça, mais ça fait partie du développement de la recherche qui amène ces innovations-là pour le grand public, éventuellement. Fait que toi, tu es à ta maîtrise, c'est bien ça? C'est ça. Ben, pour un petit historique, en fait, moi, je fais ma maîtrise actuellement en génie électrique à l'ETS. Donc, l'ETS, c'est une école de génie ici à Montréal. C'est une école qui est plutôt jeune, je dirais, parce que si on compare avec d'autres universités comme, mettons, l'Université McGill, l'Université Laval à Québec, c'est des universités qui ont plus de 100 ans. L'ETS, ça a, je dirais, presque 40-50 ans. Puis ça a été fondé principalement pour former des techniciens éventuellement avec un diplôme d'ingénierie. Puis maintenant, là, au niveau de la recherche, le TS grandit beaucoup. Là. Je dirais que depuis que je suis arrivé déjà, le TS prend de plus en plus de place dans la littérature. On a beaucoup, beaucoup de professeurs reconnus. OK. Donc, moi, en fait, c'est ça. Moi, je suis dans le département de génie électrique à l'ETS. Moi, j'ai fait mon bac à l'ETS aussi. Je continue directement la maîtrise.
Puis plus spécifiquement, je dirais, en fait, on va rentrer dans les termes, Ouais, là. Si jamais je dis des termes puis c'est pas clair, dis-moi là. C'est ouais, certain que pour moi, c'est un good. peu plus évident, mais Ouais, plus spécifiquement, moi, c'est de la microélectronique, je dirais analogique. Donc, essentiellement, c'est des puces, toutes les puces électroniques qu'on retrouve dans des téléphones, en fait, absolument dans tout ce qu'on retrouve d'électronique de nos jours, là, téléphone intelligent, télé, les montres intelligentes dans ton auto, les montres, les haut-parleurs, absolument tout maintenant. Là, on ouais. parle d'électronique, c'est sûr qu'il y a des puces électroniques à l'intérieur. Mais là, c'est ça. Là, tu m'as dit que je vais sûrement t'interrompre souvent dans le podcast pour te poser des questions. Mais là, premièrement, c'est ça. Il y a sûrement beaucoup d'acronymes, vous allez voir, qu'on va développer. Mais là, par contre, la microélectronique, tu as mentionné analogique. Je veux juste, moi, la seule affaire que je connais, la seule raison pourquoi je connais le mot analogique, c'est parce que je connais la différence seulement entre une montre analogique et une montre digitale. Donc, analogique avec les aiguilles, puis digital avec les chiffres carrément. Quand j'étais plus jeune, j'aimais mieux les chiffres parce que c'était plus simple. Euh, mais là, bon. Mais donc, c'est quoi au niveau de l'électronique la différence? C'est quoi, dans le fond, c'est quoi qui rend ça spécial, la microélectronique analogique? Ben, en fait, la différence, je te dirais, c'est que, en fait, il existe, comme tu l'as dit, il existe deux types, analogique ou numérique. On dit digital, mais digital, c'est un anglicisme, là. Techniquement, c'est numérique, l'équivalent. Ouais. Donc, numérique, on entend parler de tout ce qui est ordinateur qui fonctionne avec des zéros et des 1. Donc, essentiellement, ce qui est numérique, là. Analogique, on peut penser que c'est un système qui est un petit peu plus ancien, mais comme tu l'as mentionné, par exemple, la montre avec des aiguilles, parce que ça ne fonctionne pas avec de l'électronique 0 et des 1. C'est pas binaire, là. OK. Donc, l'analogique, on va retrouver. En fait, l'analogique, malgré qu'il y a une grande ascension du domaine numérique, tu sais, avec les ordinateurs, entre autres, là, je pense aux ordinateurs parce que on fait du calcul numérique. Mais tous les systèmes analogiques sont encore nécessaires parce que quand on transfère du domaine de la nature, que ce soit qu'on veut mesurer la température à l'extérieur, l'humidité ou tout ça, c'est des phénomènes analogiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des valeurs discrètes finies, là. C'est toujours une valeur continue. Ça, c'est ce qu'on appelle OK. analogique. Donc, pour faire le tremplin entre ce qui est du domaine naturel, je dirais, avec le domaine informatique, il faut faire une espèce de conversion. C'est pour ça que les deux, c'est comme des deux domaines-là existent, malgré que le domaine numérique prend de plus en plus d'essor. Le domaine analogique est toujours besoin d'être là, là. Puis Ouais. c'est des enjeux puis c'est des difficultés que chaque domaine a, je dirais, là, lors de la conception. Ben, tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que, tu sais, mettons, tous les signaux d'entrée analogique, donc, mettons, la température dehors, la température qu'il fait, là, on pourrait, si on voudrait s'amuser à développer un thermomètre ultra précis, on pourrait aller chercher la température, tu sais, jusqu'à à l'infini de décimales, si ça nous tentait probablement, le 21,02468, puis là, en allant ainsi de suite, degrés Celsius. Mais, tu sais, puis je comprends ça. Fait que là, quand tu enregistres ça en numérique, t'as pas le choix de couper à quelque part le C'est chiffre. ça, Mais donc, exact. moi, je m'attendais à ce que dans ce que tu fais, il y ait forcément l'aspect numérique aussi, parce que tu as dit c'est des 0 puis des 1, mais moi, dans ma tête, tu programmes des puces, il y a tu branches ça dans les ordis, il y a des signaux. C'est vraiment abruti, sûrement, comme question, là, mais donc, Non, je me c'est demandais. correct, c'est correct. Parce qu'en fait, c'est ça, il faut pas mélanger les deux. Comme les puces électroniques qu'on retrouve un peu partout, comme ce soit dans notre ordinateur, téléphone intelligent, montre intelligente, ces puces-là communiquent avec des zéros et des 1, comme tu l'as dit, numériquement. Donc, ça, c'est une chose. Moi, c'est une microélectronique analogique. Donc, moi, je vais faire le pont entre le monde extérieur et les puces numériques. En fait, parce OK. que ces puces numériques-là, eux, ils comprennent pas notre monde extérieur, le monde dans lequel on vit. Donc, il faut un espèce de tremplin. Hmm. Euh, OK. Puis moi, plus précisément, là, on s'en vient avec la 5G. Moi, mon développement, c'est au niveau des transmetteurs. Par exemple, ton téléphone Bluetooth, Wi-Fi, pour transmettre l'information Bluetooth, par exemple, ton film Netflix. Tu veux le transmettre, par exemple, de ton routeur chez toi jusqu'à ton téléphone. Ben, c'est ce transfert-là qui reste analogique. Il ne peut pas se faire de façon numérique parce qu'il passe dans le monde réel. OK. OK, non. OK, ouais, je comprends. OK, je comprends. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est OK, c'est le discours entre les deux, plus spécifiquement, qui est, OK. Sûrement même que tu l'avais mentionné en plus, puis j'avais comme pas, j'avais pas bien compris, mais OK, je comprends bien. Fait que là, c'est ça. Ben là, la 5G, en réalité, ton projet de maîtrise, si je comprends bien, c'est relié surtout à augmenter l'efficacité puis surtout la consommation énergétique de la 5G, basé, de ce que j'ai cru comprendre, basé sur
une technique un peu plus théorique qui a été développée un petit peu avant toi. C'est bien Ouais, ça, là, c'est la technique PEF. c'est ça, PEF. c'est Puis là, ça. je ne sais pas c'est quoi l'acronyme. Ben, en fait, tu as dit beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, la 5G, oui, je développe mon projet de maîtrise orienté vers la 5G. C'est d'actualité, mais sur ce que je travaille, ça peut s'appliquer au Wi-Fi, le Bluetooth, n'importe quel type de communication qu'on retrouve qui est de la communication sans fil. Ok, quand on parle de communication sans fil, là, dès que notre appareil il est distinct d'une connexion filaire, là, ça s'applique à une connexion sans fil. Tout ce que j'ai nommé, c'est des protocoles communs que tout le monde connaît. Bluetooth, Wi-Fi, 5G. Il y en a énormément d'autres. Là, au niveau du spectre fréquentiel, là, tous les types de communication, il y en a énormément. Mais essentiellement, c'est ceux-là. Puis ce qu'on retrouve essentiellement, c'est que dans les téléphones intelligents, par exemple, c'est des appareils sans fil à batterie. Puis ce qui arrive, c'est que ces communications sans fil-là, c'est ceux qui consomment le plus dans un téléphone intelligent. On peut penser que dans un téléphone intelligent, il y a beaucoup, beaucoup de choses, dont un Oui, écran, un système de communication pour téléphone, par exemple, un oui. haut-parleur. Il y a beaucoup de périphériques, mais celui qui consomme le plus, c'est celui de transmission et réception des signaux, que ce soit 5G, Wi-Fi, etc. Parce que, tu sais, ben, je t'interromps une petite seconde, excuse-moi, mais, tu sais, parce que il me semble que quand j'écoute j'écoute des fois encore les présentations, mettons, d'Apple quand ils sortent des nouveaux iPhones, puis un des points à cette heure qu'ils disent, c'est, ah, ben, la batterie, on a upgradé la batterie et maintenant, vous pouvez regarder du vidéo pendant plus de 30% qu'avec le dernier modèle. Mais en réalité, c'est pas tant, ce que tu dis, c'est que c'est vraiment pas le pire, regarder du vidéo. Le pire, c'est regarder du vidéo sur Internet. Oui, exact, Ouais. exact. Parce que dès qu'on va chercher de l'information sans fil, c'est le petit bloc qu'on appelle l'amplificateur dans une chaîne de transmission sans fil. C'est lui qui consomme le plus. C'est lui qui est le plus énergivore. Donc, comme tu dis, bon, on tend à toujours essayer d'avoir des communications plus rapides. On veut avoir du 4K, éventuellement avoir 8K. On va avoir une connexion super rapide. Donc, on veut tout ça, mais ça demande une plus grande consommation énergétique, ça c'est certain. Ouais, Donc, puis on doit grossir les batteries. C'est ce qui arrive. je me souviens par rapport à la 5G, si je me souviens bien, la première fois que j'ai entendu ce terme-là, c'était mon oncle. Shout out à mon oncle s'il écoute ceci. Rémi, j'espère que tu m'écoutes. Sinon, c'est pas grave. Mais il m'avait parlé à Noël de la 5G, puis il disait il y a vraiment beaucoup de potentiel dans la 5G par rapport à commencer à débrancher des appareils. Je sais pas si ça l'a sûrement changé depuis, parce que ça fait vraiment longtemps qu'il m'a parlé de ça, puis il s'est acheté, mettons, un cellulaire qui me semble qui fonctionnerait avec la 5G. Puis, il me semble, un des enjeux, je ne sais pas si je me rappelle bien, mais c'était vraiment bientôt, on va pouvoir commencer à déploguer, à plus avoir autant de fils qu'on a dans une maison grâce à la 5G. Est-ce que tu penses que ça a est-ce que c'est encore un peu valable comme point de recherche aujourd'hui, cet aspect-là sur la 5G? Je ne sais pas au niveau de la maison, là, au niveau personnel. Parce que si on recule un peu avant la 5G, ben, pour ceux qui ne savent pas, là, on parle de la 5G, mais 5G, c'est cinquième génération du réseau de télécommunications sans fil mondial. Donc, nécessairement, ça implique qu'il y a eu 4 générations avant, un, 2, 3, 4. Je dirais qu'à chaque fois, c'est à peu près à 10 ans d'intervalle. Donc, la première, dans les années 80, uniquement le téléphone. 90, on a intégré le texto. Ensuite, dans les années 2000, là, est venu le premier iPhone, on a inséré le 3G, donc le réseau cellulaire, donc pour aller sur Internet. C'est pour ça qu'il s'appelait 3GS ou 3G le premier ou dans les premiers. Là, il y a Le un des premier, c'est modèles. 3G. Ensuite, ils ont fait une version améliorée 3G Ouais. Edge. Puis là, ça, c'est des versions. Ensuite, on a eu le 4G qui, lui, offrait des meilleures performances que le précédent. Puis là, on permettait la musique sans fil, un réseau de vidéos et tout ça. Là. Puis là, la 5G, elle, ce qu'elle vient apporter, on parle beaucoup d'auto autonome. On parle beaucoup de réalité virtuelle. On parle beaucoup de IoT, donc tous les petits objets connectés que ce soit dans un magasin grande surface, que ce soit dans un grand entrepôt, c'est plusieurs petits appareils connectés qu'on veut qu'ils soient sur le réseau. Euh, eh bien, tous ces appareils-là, ça fait que ça engorge un peu le réseau. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'une cinquième génération OK. pour espérer de déployer tous ces appareils-là. Fait que là, IoT, tu as mentionné IoT, puis ça, je sais c'est quoi. Je pense que c'est l'Internet of Things, c'est bien ça. Ouais, Peut-être c'est qu'on ça. peut-être qu'on peut quand même en glisser un petit mot parce que c'est très intéressant. Puis vous savez sûrement tous c'est quoi, là. Tu sais, c'est
l'idée d'avoir, par exemple, une ampoule intelligente de chez Ikea, genre, que tu branches, puis là, tu en as plusieurs, puis là, tu peux les contrôler avec une application, changer la couleur. C'est essentiellement ça, mais pour tout. Fait que, tu sais, même ta machine à café, si tu veux partir ton café toujours à la même heure, et si tu veux, ben, c'est ça, là, avoir ta météo affichée sur ton mur, puis bon, c'est vraiment ça, là. Ouais, exact. Mais encore plus, ça c'est pour un peu l'application commerciale, mais au niveau industriel, c'est à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande. On OK. parle de serres qui veulent avoir, par exemple, 1000 capteurs sur tout leur plant de tomates ou etc. Donc, ça prend énormément de données. Ça prend un réseau qui puisse supporter tous ces petits appareils technologiques-là, là, tous les Fait, appareils sans fil. fait que vraiment sans fil. Vraiment beaucoup de C'est données, ça, mais transférées sans fil. Fait qu'une serre, c'est ça qu'ils voudraient avoir, tout ça, mais c'est sans ça. nécessairement se faire chier à brancher ça, à se brancher partout là, en même temps. Exact, exact. Parce que si leur serre fait une grande superficie, ils ne voudraient pas couvrir tout ça avec des fils, par exemple, là. Ouais. Donc, OK. si on revient, justement, ça fait un point un peu avec mon projet parce que l'idée d'avoir 1000 petits capteurs sans fil, bien, ça fait 1000 fois la consommation énergétique. Donc, chaque petite augmentation d'énergie par capteur, ça va faire une grosse augmentation. Donc, l'idée de mon projet, par exemple, c'est d'améliorer ces systèmes-là unitaires. Donc, on voit de façon globale, mais on a une amélioration. Donc, l'idée, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, qui a été développée à l'ETS par un étudiant au doctorat un peu plus tôt, donc il y a environ maintenant 3 ans. Il a développé et breveté une nouvelle technique qui s'appelle le PEF. Là. Donc, c'est un terme technique juste pour dire qu'il a développé une nouvelle technique d'amélioration de l'amplificateur, le module qui consomme le plus d'énergie. Ce n'est pas le premier nécessairement à l'avoir fait. Il y a différentes techniques dans la littérature, mais sa technique à lui est innovatrice. Puis moi, mon projet s'avère à rendre ça un petit peu plus, ben, faire un prototype fonctionnel de sa technique, de Mhm. démontrer le fonctionnement, puis éventuellement de présenter comment on pourrait l'intégrer dans l'industrie, comment ça OK. peut être appliqué facilement. Fait que c'est quoi? Fait qu'en réalité, c'est quoi l'acronyme PEF? C'est quoi que ça. C'est en quelle manière? Est-ce que. Je sais pas, peut-être c'est pas possible nécessairement d'expliquer non plus, mais je me demande comment c'est innovateur. Le Ben, podcast s'appelle Accès Innovation. Fait que. c'est ça. Ben, PEF, c'est un acronyme anglophone qui veut dire Positive Envelope Feedback. Il y a deux termes, en fait, il y a trois termes très intéressants là-dedans, comme l'acronyme, mais il y a la rétroaction positive. Ça, on entend souvent parler dans les systèmes de contrôle de la rétroaction. Dans 80, je dirais 98% des cas, c'est de la rétroaction négative. Rétroaction positive, c'est souvent vu comme de l'instabilité puis un système oscillatoire, donc on ne veut pas ça. Par contre, dans sa technique, il a prouvé que sous certaines conditions, ça peut rester stable puis ça peut apporter des bonnes performances. Puis le mot au milieu qui est enveloppe, c'est tout simplement dans la communication sans fil, on peut voir le signal analogique qui est transmis, par exemple, comme la voix, on peut voir comme une enveloppe des données, puis on peut comme ajuster ou polariser de façon dynamique euh, le système avec l'enveloppe. Là, ça, OK, le concept de l'enveloppe, j'ai hâte de voir. Peut-être qu'on va embarquer peut-être un petit peu plus en détail plus tard dedans. J'ai hâte d'en apprendre plus parce que c'est un point que je comprends vraiment moins bien. Par contre, les boucles de rétroaction positive et négative, c'est un point que ça, je comprends. Puis, il y a un très bel exemple, je trouve, qui m'avait été à un moment expliqué pour comprendre ça. Là. Puis, tu sais, ça, c'est comme tu as dit dans des systèmes de contrôle, mais un bel exemple, c'est dans Mario Kart. Donc, dans Mario Kart, quand tu es premier, vous savez tous que tu vas avoir la coquille bleue qui va faire que tu vas souvent plus être premier. Dans le fond, ça va venir t'attaquer. Fait que quelqu'un dans le match va recevoir une coquille bleue, puis ça va te la lancer, puis tout ça va faire que quand tu es premier, tu vas reculer dans le match, dans la course. Ça, c'est un bel exemple de rétroaction négative parce que le système comprend ta position et vient un peu t'imposer une petite contrainte pour te ralentir. À l'inverse, quand tu es dernier dans Mario Kart, tu as souvent des items qui te font accélérer, puis ça, c'est un bel exemple de boucle de rétroaction positive. Donc, j'avais vu ça mener cet exemple-là, puis il fallait vraiment que je mentionne. Fait que j'adore Mario Kart. Fait que parfait. Fait que maintenant qu'on connaît, bon, je comprends un peu, on comprend un peu plus le sujet de ton projet de maîtrise. Il y a un truc que j'étais curieux, je voulais juste être sûr de bien comprendre. Est-ce que la 5G est plus énergivore ou c'est juste le fait que par définition, avec l'Internet of Things qu'on a parlé, on va avoir plus d'appareils, puis au net, ça va être plus énergivore? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que la 5G consomme plus? Oui, effectivement, la 5G, c'est un réseau qui va consommer plus que le précédent, comme la 4G a consommé plus que la 3G. On fait des améliorations, c'est sûr, mais
en tant que population, on a toujours des besoins grandissants. On veut écouter Netflix en 4K. Ouais, On veut ok. plus l'écouter en HD. Dans 4 ans, on va Ouais. vouloir l'écouter en 8K. On a des besoins qui augmentent, ce qui fait que nos systèmes doivent fournir à la demande. Non seulement ça, mais la 5G, ce qu'elle apporte de différent, je te dirais, c'est que, sans entrer trop dans les détails, mais les 4 premières générations fonctionnaient, par exemple, il y a une tour de communication dans un quartier, puis elle va fournir tout, par exemple, la 4G à tout le quartier. Maintenant, la 5G augmente en fréquence, ce qui fait que on va avoir besoin au moins un facteur 10 plus d'antennes pour la même superficie pour un quartier. Puis même, je te dirais que pour chaque maison, on va avoir besoin d'une antenne 5G si tu veux avoir de la 5G Ah ouais. haute performance. Là. Mhm. Ce qui fait que tu augmentes ce nombre d'antennes-là, tu augmentes le nombre de stations en fait émettrices. Donc nécessairement, oui, tu augmentes la consommation. Parce que, OK, puis, OK, t'as dit rapidement que ça augmentait la fréquence. Fait que ça, si je me rappelle bien, ce que je comprenais de la 5G, justement, c'est que on avait comme des ondes qui se rendaient peut-être un petit peu moins loin, mais qui étaient beaucoup plus, qui avaient une beaucoup plus haute fréquence, justement, donc qui étaient plus, mettons, plus dense, on pourrait dire, un peu plus compact, l'onde, là. C'est-tu bien ça? Donc, c'est pour ça, c'est qu'ils se rendent moins loin, donc on doit installer plus d'antennes pour le propager Ben, plus facilement. C'est ça? ouais, exact. Ben, en fait, juste pour corriger, avant, pour mettre un terme technique là-dessus, avant, on utilisait, avec le 4G, par exemple, on utilisait des fréquences en bas de 3, 4 GHz au maximum. Ce que ça fait d'avoir des basses fréquences, c'est qu'on peut transmettre à des longues portées, Ouais. OK? Sans avoir trop d'atténuation. On peut être à l'école, on peut être à la maison, l'onde va traverser les murs. Avec la 5G, pour donner une idée, il y a une bande qui fonctionne dans les basses fréquences pour les longues portées, mais ce qui est le plus intéressant, c'est les plus hautes fréquences. On va passer à 28 GHz. 28 GHz, c'est un facteur 7 par rapport à ce qu'il y avait avant. Puis à ces fréquences-là, l'onde, elle traverse plus les murs. L'onde, elle va réfléchir comme la lumière. Donc, si par exemple, l'antenne est sur ton toit, c'est pas dit que dans ta cuisine, au rez-de-chaussée, tu vas pouvoir avoir le 5G. OK. Donc, l'onde à ces fréquences-là, ça rajoute d'autres problèmes parce que c'est ça, elle ne peut pas traverser les murs, ils ont des courtes portées. C'est pour la raison pour laquelle on doit mettre beaucoup plus d'antennes que les Ouais. réseaux précédents. OK, mais c'est ça, parce que ça me rappelle dans le bon vieux temps, quand j'étais dans mon sol chez mes parents, puis qu'on voulait texter, tu sais, tu veux texter, t'es dans le sol, mais le signal passe pas. Fait que on va avoir des problématiques similaires à ça, dans le fond, avec la 5G. C'est pas quelque chose nécessairement qui va s'en aller, là, cette problématique-là, de pas pouvoir texter dans le sol. Non, c'est ça, c'est ça. Mais le 5G, c'est ça. Il va y avoir deux modes. Donc, le mode à basse fréquence pour avoir les longues portées pour pouvoir du texte dans ton sous-sol. Puis, il OK. va y avoir les Ouais. hautes fréquences pour lesquelles, par exemple, tu vas être dans ton centre d'achat, à l'aéroport, tu vas avoir le très haut débit. Ben, il va y avoir une antenne, par exemple, dans le centre d'achat que tu vas pouvoir avoir en ligne directe avec l'antenne, tu vas pouvoir avoir une haute vitesse. Là, il y a un point par rapport à ça que je suis curieux. Est-ce que la 5G que tu as mentionné, est-ce que la 5G s'applique aussi, mettons, au Wi-Fi ou c'est seulement vraiment des données cellulaires? Y a-t-il un aspect de La- Wi-Fi associé à ça? Non, la 5G, c'est vraiment parce que comme je disais tout à l'heure, cinquième génération du réseau de télécommunications, c'est vraiment, on parle du réseau de télécommunications cellulaire. Évidemment, là, au Wi-Fi, on n'entend pas parler, mais parce que la 5G fait plus de vagues, là, mais le Wi-Fi aussi fait des grandes innovations. Là, tout juste, on a entendu parler du Wi-Fi 6 qui est sorti. Puis même moi, dans la recherche, je vois Wi-Fi 7 qui se prépare. Puis Wow. même OK. encore là pour la 5G, là, je vois dans la recherche de la 6G qui se prépare. Donc déjà en recherche, là, on voit 10 ans en avant, puis on commence déjà à voir comment la 6G va amener de quoi de nouveau, puis comment on peut développer autour de tout ça. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment incroyable. C'est drôle ça, parce que quand je le lisais, effectivement, j'ai vu, je sais pas si tu parlais de Wi-Fi, probablement que tu parlais du Wi-Fi 6, justement, t'as dit 6 ou 7, Ouais, excuse? 6. 6, puis bon, je sais aussi qu'il y a le USB 3.4, là. Fait que ces choses-là continuent d'avancer, mais c'est pourquoi on n'entend pas parler d'abord du Wi-Fi 6? Parce que c'est pas assez des gros sauts ou c'est bizarre? Ben, ben, peut-être parce que il y a pas de. Peut-être parce qu'au niveau du consommateur, il n'y a pas de différence. Là. Tu irais t'acheter une nouvelle tablette chez Best Buy, même si elle a le Wi-Fi 6, tu ne verras pas la différence. Ton routeur va déjà supporter la génération du Wi-Fi, tandis que le 5G, souvent, on doit changer de téléphone. On entend beaucoup parler parce que là, les compagnies cellulaires vont promouvoir la 5G comme étant
beaucoup plus rapide, puis en fait, le réseau beaucoup mieux. Donc, nécessairement, c'est peut-être une question de marketing, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Tout évolue très rapidement. C'est juste que il y a seulement certains aspects qu'on entend parler, comme la 5G, par exemple. Ok, effectivement, c'est ça. Je comprends qu'il y a un aspect de marketing, puis s'il n'y a pas un saut majeur, s'il n'y a rien qui fait en sorte que on va dire les consommateurs, je trouve ça bizarre de dire les consommateurs parce que c'est comme si, Mais le c'est grand comme si public, tu consommes, tu sais, tu manges des ouais, choses, ouais. Le grand parce que public. le Bluetooth aussi, le Bluetooth, il y a vu une évolution au début 2, 3, 4, je pense qu'on est rendu à 5 ou 6, je suis pas tout ça, mais je sais que ça évolue assez rapidement, puis encore là, on n'entend pas beaucoup parler. Ouais. Je pense que 5G, c'est parce que ça touche nécessairement tout le monde. Tout le monde va y passer. Là. On va tous un jour, dans 5 ans, 6 ans, avoir un téléphone 5G. Là. Ok, ben c'est intéressant ce que tu viens de mentionner, ça. Fait que tu dis dans 5-6 ans, on va tous avoir. C'est-tu une prédiction officielle, Philippe Bourgault? Non, c'est une prédiction pour tous ceux qui vivent dans les grands centres. Parce Ok. que comme je l'ai mentionné, la 5G vise essentiellement des hauts débits, mais à courte portée. Donc, ceux qui vivent en région éloignée, nécessairement, ils n'auront pas nécessairement accès à la 5G. Puis on peut penser que même dans le monde, il y en a encore qui utilisent uniquement encore le 3G. Donc, il faut voir que les pays les plus développés dans les centres-villes, c'est les premiers à avoir les dernières technologies. Mais on Ouais. s'entend que dans les régions, c'est pas nécessairement accessible. Ben oui, en plus, là, c'est ça, quand si t'as des champs, tu vas pas nécessairement tu vas pas te mettre à mettre plein d'antennes partout. Est-ce que la 5G va évoluer pour remédier à ça, ou est-ce que la 6G va peut-être résoudre ça, ou ça se pourrait-tu qu'on ait deux SKU de technologie, une pour des plus longues distances, puis c'est sûrement l'histoire de bande là, que tu parlais, là, la bande de 5G pour les longues distances, puis l'autre qui est plus performante pour les courtes distances. C'est ça. Ben, la première bande pour les plus longues distances vient pallier, en fait, vient améliorer la 4G qu'on a actuellement parce qu'elle travaille dans les mêmes fréquences, donc les mêmes portées, puis avec des meilleurs débits de données, donc des Ouais. meilleurs, en fait, plus rapides, puis plus d'informations à la seconde. Donc la 5G dans la bande de base va venir pallier à ça, mais tout de même, on peut garder la 4G tout aussi longtemps qu'elle est bonne. Là. En fait, le Mhm. réseau 4G ne part pas, les satellites ne tombent pas, les Ouais. antennes ne tombent pas. C'est une infrastructure qui est long à changer. C'est pour ça qu'habituellement, on a des nouveaux paliers comme la 4G, la 5G, la 6G, ça va être à intervalle de 10 ans pour être certain que tout le monde, en fait, que le système se change, que les antennes se transforment et tout ça. Là. Par rapport, ouais, je comprends. Puis, tu sais, par rapport aux satellites que tu as mentionné, c'est intéressant dans l'épisode, je pense que c'était l'épisode 4 avec Xavier Garand par rapport au robot basé sur la réorientation du chat. Je sais pas si tu as écouté l'épisode, je sais que des fois tu en écoutes, mais bon. On mentionne. Ok, bon, tu l'as écouté, donc je te vois hocher de la tête. Pour les auditeurs, Philippe hochait de la tête, vous n'avez pas la vidéo, vous ne le savez pas. Puis, bon, dans l'épisode, Xavier mentionnait que tout ce qui est spatial, tout ce qui est des satellites, des fusées, c'est bâti avec une architecture plutôt archaïque, plutôt ancienne, parce que on doit se roder niveau électromagnétique, niveau toutes les contraintes de vibration. On doit rendre tout le plus efficace possible. Fait que tout roule avec genre de la vieille technologie. Fait que c'est intéressant ce que tu dis là. Fait que ça voudrait dire que peut-être dans l'espace, pour justement des satellites, on serait pris avec ça encore plus longtemps que sur Terre, probablement. Ouais, exact, exact. Parce que le domaine spatial, c'est un domaine un peu plus complexe. On envoie de l'électronique dans l'espace, puis il y a toutes les particules, en fait, spatiales, les particules cosmiques vont pouvoir venir interférer avec l'électronique. Puis ce qui est plus rassurant pour une compagnie qui envoie de l'électronique dans l'espace, c'est d'utiliser des systèmes qui fonctionnent puis qui ont déjà été prouvés fonctionnels parce que quand tu envoies un satellite, c'est des millions de dollars qui partent. Donc, si tu essaies une nouvelle technologie, tu envoies des millions de dollars, ça ne fonctionne pas, le satellite il est pris là, il va mourir dans l'espace, il n'aura jamais servi. Alors que tu utilises une technologie qui a été utilisée par le passé, qui a démontré un fonctionnement, oui, c'est plate, tu n'as pas la dernière technologie, mais tu es certain que ça va bien fonctionner. Puis, il y a pas de débogage qui peut se faire après que le satellite a été lancé. Donc, c'est certain que ça va prendre beaucoup plus de temps, effectivement, avant que les satellites aient la dernière technologie. Ouais, ouais, certainement. OK. Parfait, maintenant, je serais curieux, j'aimerais ça qu'on revienne sur le sujet principal, sur ton projet. On s'est éloigné dans une belle grande parenthèse. J'adore ça. Fait que dans le fond, ton projet, tantôt tu nous as expliqué un petit peu la technique PEF que tu vas essayer un peu de faire une preuve de concept de ça plus étoffé. Est-ce que tu pourrais nous parler justement, donc tu nous as mentionné que c'était basé sur
les boucles j'oublie le mot, j'ai envie de dire renforcement positif. Rétroaction. 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 Renforcement positif, c'est autre chose. Puis relié aussi à l'histoire de l'enveloppe. Conception, là, j'ai pris dans mes notes, conception de détecteur d'enveloppe. Donc, de quoi on parle? C'est quoi une conception de détecteur d'enveloppe? Bon, en fait, toutes les technologies, en fait, tous les types de communication qu'on utilise, que ce soit quand tu parles au téléphone, que quand tu utilises Internet sur ton ordinateur pour écouter Netflix ou peu importe, toute l'information dans l'air voyage sur des ondes. Puis ces ondes-là sont modulées, c'est-à-dire sont mélangées avec d'autres ondes pour former des signaux comme, par exemple, la voix. Ces signaux-là, si on regarde en fait l'amplitude du signal, ça va ressembler comme une enveloppe. Ou bien, l'exemple typique, c'est par exemple une roche que tu tires dans un lac qui va avoir des ondes. Bien, si tu regardes entre la surface à la surface de l'eau, ça fait comme un petit peu une enveloppe. Les vagues font une enveloppe. Eh bien, en électronique, les ondes, c'est essentiellement la même chose. Donc, moi, mon projet vise à faire un détecteur pour détecter ces enveloppes-là, en fait, la courbure de ces enveloppes-là, comme l'eau, en fait, sur un lac, par exemple. Ouais, fait que c'est comme. Fait que l'enveloppe, c'est-tu, si je comprends bien, c'est vraiment un peu l'onde générée par plein d'ondes ensemble. C'est-tu bien ça? Fait que maintenant, tu as plein d'ondes, puis là, tu regardes vraiment justement l'enveloppe, qu'est-ce qui recouvre toutes ces belles ondes-là, ça fait une autre onde. C'est ça. Ben, si, par exemple, on s'appelle au téléphone, ma voix va être transmise dans l'air avec un signal avec des ondes, puis ça va générer une certaine enveloppe. Okay, la voix modulée avec le signal porteur qu'on appelle là, en haute fréquence, par exemple 6 GHz, ça va créer une enveloppe. Puis cette enveloppe-là, que ce soit tous les signaux qu'on transmet dans l'air, là, on ne les voit pas, mais ils sont là. Il y a des enveloppes, puis que ce soit les signaux numériques, je parlais de numérique au début, ou même les signaux analogiques, il va y avoir des enveloppes. Puis c'est important de détecter ces enveloppes-là pour différentes applications, que ce soit des applications de mesure de prototype dans une puce, ou même pour améliorer les performances, comme je l'ai fait avec mon projet. Des détecteurs d'enveloppes, il y en a toutes sortes de variantes, puis on en retrouve partout. Donc, l'histoire de l'enveloppe, c'est pas nécessairement quand on envoie un signal électronique, quand tu appelles quelqu'un au téléphone, puis qu'il le convertit, puis qu'il l'envoie dans les airs. C'est aussi quand on se parle, on fait juste se parler, là, comme deux hommes des cavernes qui se parlent, là, ils envoyaient des ondes en enveloppe, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, le signal, par exemple, ceux qui travaillent en audio, une trame sonore, là, si on regarde dans l'échelle du temps, ça, on pourrait tracer en fait l'amplitude de toutes les crêtes du signal, puis ça correspondrait à être l'enveloppe du signal. Et pourquoi? Fait que dans ma tête à moi, quand j'édite le podcast, je vois justement ces belles petites crêtes-là, puis je pourrais m'amuser à dessiner une enveloppe, mais en réalité, dans ma tête, ce qui m'intéresse, c'est vraiment juste les crêtes individuelles, tu sais, pour voir, mettons, chaque mot prononcé, puis pour enlever des mots si je veux censurer le podcast, ce qui n'est pas le cas. Mais donc, c'est pourquoi est-ce que l'enveloppe est importante de bord? Qu'est-ce qui fait... Pourquoi on s'intéresse à ça si le vrai contenu est à l'intérieur de l'enveloppe? Ben, en fait, c'est là l'affaire, c'est que justement, c'est les crêtes qui contiennent vraiment l'information. Parce que les crêtes contiennent l'information en deux parties. OK, là, on rentre un peu plus dans les Ouais. mathématiques, mais la partie d'amplitude et la partie de phase. Puis en fait, c'est avec ces deux éléments-là qu'on peut reconstituer l'information qui a été transmise. Dès qu'on a l'amplitude et qu'on a la phase, on peut refaire le signal, par exemple, au récepteur. Donc, si je t'appelle, moi, je vais transmettre un signal en amplitude et en phase qui va créer un signal dans le domaine du temps avec des crêtes. Et toi, lorsque tu vas le recevoir, tu vas le décortiquer avec les crêtes, justement, avec un détecteur d'enveloppe pour aller extraire l'amplitude et la phase du signal. Ok, je pense que j'ai vu des trucs reliés à ça. C'est-tu ça l'affaire? Puis là, on est vraiment pas obligé d'embarquer là-dedans, mais les transformés de Fourier, c'est sûrement relié à ça. Hein? Oui, Ok. exactement. Tous les signaux électroniques On connaît très bien les transformés de Ouais. Fourier. Ouais, toi, moi, je les vois dans quelques cours, mais t'as dû passer des heures et des heures là-dessus. Là. Ouais. Mais tu sais, fait que c'est vrai. Fait que si je peux me permettre, de ce que je comprends de ça, c'est une manière d'encrypter un peu l'information, d'envoyer des infos, des données en étant un petit peu de manière plus légère. Et après ça, donc tu donnes ton signal, tu le transformes dans une enveloppe, tu l'envoies dans les airs pour que ça soit plus léger. Et après, l'autre bord, il le décortique, puis il a son signal développé. C'est ça un C'est peu. ça. C'est Okay. exactement ça. Puis en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut transmettre, par exemple, ma communication avec toi. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va communiquer aussi avec quelqu'un d'autre, puis on veut le faire simultanément, mais on va pouvoir changer la fréquence porteuse. Exemple parfait, à la radio, par exemple, la radio FM que tout le monde connaît, c'est le même principe. On met la radio à 105,7.
il y a une certaine communication qui se fait. Si on la met à 105,9, qui est 0,2 MHz plus loin, ben, c'est une autre communication qui se fait. Donc, c'est comme pour séparer les canaux de communication. Pourtant, le canal de base, ça reste la voix, c'est la même information, c'est juste que tu as deux canaux différents. Puis les deux traversent dans l'air. Et c'est ça qui est. Ça, c'est un aspect qui est bizarre. Depuis longtemps, un des trucs que mon père me dit toujours, c'est que. Puis moi, tout, honnêtement, j'ai aucune idée. C'est qu'on comprend pas comment on envoie des données dans l'air. C'est ça qui est. C'est fucké à s'imaginer, là. Mais par rapport à ça, puis c'est un peu ça que tu nous aides à comprendre aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait, mettons, juste pour le fun, une limite théorique de justement de nombre de channels de radio, par exemple, qu'on pourrait avoir en même temps? Tu sais, j'utilise la radio juste comme exemple, là. Est-ce qu'il y aurait une limite théorique de contenu d'information là, qu'on pourrait envoyer dans l'air dans un même espace? Mettons, j'imagine qu'on communique. Tu sais, je sais pas si tu comprends ma question. Là. Oui, Mettons oui, 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 qu'on je communique comprends. en ligne droite. Là. Mettons qu'on envoie quelque chose en ligne droite. C'est quoi le maximum, là, la densité d'informations là, qu'on pourrait envoyer? Y a-t-il une limite ou il n'y a juste aucune limite? Ben, j'ai pas de valeur pour toi. Par contre, on le voit qu'il y a une limite parce que justement avec la 5G, on s'en va avec des fréquences plus élevées. Pourquoi? Parce que on a déjà surchargé les fréquences plus basses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, la télévision, la radio, le Wi-Fi, le Bluetooth, tous les appareils, on parle des avions, on parle des satellites, on parle d'absolument tout ce qu'on utilise dans le monde moderne, utilise déjà beaucoup de spectres fréquentiels. Donc, toutes les fréquences basses sont déjà utilisées, surchargées. Donc là, c'est pour ça qu'il y a des technologies qui s'en vont chercher des fréquences plus élevées parce que nécessairement les fréquences plus basses sont déjà surchargées. Puis OK. là, quand on va chercher les fréquences plus élevées, ben, ça rend d'autres problèmes parce que c'est juste la vue directe qui permet la communication. Parce qu'on se dirige vers les ondes, ça vient intense, mais ça va vers les ondes de la lumière. OK? Donc, Ouais. plus on augmente en fréquence, plus on s'en va vers les ondes optiques. Donc, nécessairement, ça change un petit peu la dynamique, mais les principes restent les mêmes. Fait que, tu sais, donc, mais OK, mais tu dis, oui, on utilise beaucoup de signal de la bande, de la basse fréquence, mais euh, puis là, en fait, peut-être qu'on embarque juste trop dans le détail, mais je comprends pas pourquoi on peut pas juste inventer un autre, tu sais, un peu comme on disait au début, ajouter un autre décimal, puis dire, OK, à cette heure, on est dans le signal, à place de dire le 107.2 FM, le 107.24 FM, puis là, on a un autre signal là-dedans. Pourquoi on peut pas juste rajouter des données là-dedans? Ben, en fait, par exemple, si on prend la radio FM, elle-même est déjà calculée puis est déjà surchargée comme ça. On ne pourrait pas rajouter des canaux FM à l'intérieur de la radio FM actuellement. Pourquoi? Parce que ça rajouterait des interférences. Ce que OK. ça ferait, c'est que si tu mettrais un poste intermédiaire, tu entendrais les deux conversations en même temps. Ah, OK, ouais. C'est pour ça qu'il y a certaines séparations entre chaque. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, le spectre fréquentiel devient surchargé parce que sinon, ça crée des interférences entre les. Tu ne voudrais pas OK. qu'un avion, par exemple, qui communique à une certaine fréquence, puis à côté, tu as, je sais pas, un réseau de téléphone ou réseau de télévision qui communique, puis là, il y a de l'interférence entre les deux. Là. Clairement pas. OK, bon, Mm. je comprends. OK, fait que c'est intéressant tout ça. Fait que c'est un peu une des raisons pour qu'on s'en va vers la 5G, c'est qu'on a quasiment pas le choix. C'est ça, exact. Puis même la 6G vise déjà des fréquences plus élevées aussi. Donc, Ben oui. c'est un peu un problème parce qu'on a beaucoup de types de communication, mais c'est correct aussi parce qu'on développe des technologies qui vont fonctionner pour ces fréquences-là. Mhm. Mais actuellement, c'est ça. En bas de, je dirais, de, de 0 jusqu'à 6 GHz, là, c'est presque saturé. Là. J'aimerais penser qu'à un moment donné, on va avoir là, c'est un peu le philosophe en moi qui parle, mais j'ai juste imaginé qu'un jour, on va avoir une genre de fin à cette soif intense à avancer tout le temps, parce que là, on le voit, là, dans le cas de, bon, là, tu me dis, la scission, ça va de plus en plus vers la lumière, ça amène des problèmes, même si c'est relié à beaucoup d'innovations, beaucoup de trucs intéressants. Dans le cinéma, euh, t'en as parlé au début, on s'en va vers le 8K. Puis, tu sais, je sais pas si toi ou les auditeurs avaient vu une télé 4K. Personnellement, je sais pas comment. Je sais pas, honnêtement, je suis pas capable de dire la différence entre 1080p et 4K. Moi, je suis myope, là, j'ai des lunettes, puis toi aussi, Phil. Mais tu sais, de 4K à 8K, je vois vraiment pas le gain, il est où. Mais tu sais, je sais, après ça, il y a des télé HDR, il y a d'autres technologies. Puis même, un de mes bons amis m'a déjà dit que, je me trompe peut-être un petit peu, là, mais dans le fond, le film, des vieilles caméras, dans le fond, quand ils font des images, ils enregistraient sur du film. Tu sais, c'était pas numérique. Puis de nos jours, on peut prendre ce film original-là, puis on peut le rescanner à des hautes qualités, mettons. Fait que du 1080p, du 4K, du 8K. C'est pour ça qu'on voit tout le temps des versions remasterisées des vieux films.
Mais la limite du film, le film en réalité, c'est à peu près du 8K de définition. Ce qui veut dire que le 8K, pour moi, avec ce que tu me dis là, on veut transmettre des vidéos 8K, on a la 5G qui s'en vient, je pense que ça serait une belle place où dire, OK, on s'installe ici, puis on arrête, là, parce que c'est correct, là, genre, on est satisfait. Mais tu sais, je comprends, il y a toujours des nouveaux besoins, puis il y a toujours des nouveaux trucs qui font en sorte qu'on va aller plus loin. C'est ça, c'est la raison de l'innovation, c'est la raison de pourquoi toi et moi, on a décidé de faire des études en génie, c'est pour régler des problèmes et toujours amener l'innovation un petit peu plus loin. Je pense que malgré que oui, on aimerait à un moment donné arrêter, c'est sûr qu'il y a toujours des technologies qui sont prêtes à être développées puis à améliorer. Là. Il y a toujours place à faire mieux. Là. Toujours. Effectivement. Il y a toujours place à toujours place à un meilleur podcast. OK? C'est ça. OK. Bon, ben, OK. Fait que c'est intéressant. Ça, là, il y a un autre mot-clé que tu mentionnes beaucoup dans ce que j'ai vu de ton mémoire, puis c'est je sais pas à quel point c'est intéressant, mais toute l'histoire du CMOS. Tu mentionnais, est-ce que j'ai cru comprendre que la technologie CMOS 180 nanomètres était utilisée pour valider les performances. Fait qu'est-ce que tu veux nous parler un peu de c'est quoi ça, puis comment ça a été, si c'est fait, dans le fond, les résultats de tes tests puis ta preuve de concept? Ben là, on va traverser dans un monde complètement différent, un monde miniature. Oui. Parce que les technologies CMOS, c'est une technologie, en fait, c'est un terme complexe, là, mais on parle de transistors. OK? Les transistors sont partout. Je dirais que c'est probablement le composant qui a été le plus fabriqué par l'homme dans l'humanité. Pourquoi? Parce que maintenant, à ce jour, on retrouve dans un ordinateur, l'ordinateur avec lequel je vous parle, il y a probablement sur 2 cm², il y a probablement des milliards de transistors. Puis ces processeurs-là sont vendus par millions à chaque année. Puis on parle juste de processeurs d'ordinateur, mais dans les autos, dans les montres, les téléphones intelligents, il y a des centaines de puces électroniques. Donc les transistors, là, c'est vraiment des milliards de milliards qui ont été créés là, depuis sa fabrication. J'ai un petit historique, là, le transistor, ça fait à peu près des années 50, 1950, qui a été développé, créé. Puis c'est un développement qui a été fait exponentiel depuis ces années-là. Là, la quantité de transistors par surface, c'est exponentiel. On disait que c'était la loi de Moore qui dit que ça double à chaque 18 mois. Donc, c'est énorme. Là. Donc, il n'y a pas de progression aussi grande qui tient la route pendant autant longtemps. Donc, c'est vraiment intense. Mais là, fait que là, puis en réalité, juste pour être sûr que je pense qu'un transistor, tu pourras me confirmer, c'est bien une composante électronique qui emmagasine de l'énergie et la relâche. C'est bien juste ça? C'est-tu ça? Non, pas tout à Je suis fait. dans le champ? Ok, Non, bon, en fait, le transistor, c'est super intéressant puis c'est super simple. C'est comme un interrupteur. L'interrupteur qui sert à allumer la lumière dans ta chambre, on et off. Le transistor, c'est ce qu'il fait, tout simplement. Ok, Il y a des millions, des milliards de transistors, des millions, des milliards d'interrupteurs dans un ordinateur. C'est pour ça qu'on passe des 0 et des 1. C'est des interrupteurs, 0, 1, tout ça. C'est aussi simple que ça. Puis, comment on a fait l'intégration de ces milliards de transistors-là sur les puces? Mais c'est qu'à chaque année, on réduit la taille de ces petits interrupteurs-là. La taille des transistors, on la réduit. Puis à ce jour, on parle de transistors qui sont dans les nanomètres. Là, pour donner une échelle de grandeur, c'est 10 à la moins 9. Là. Mais on parle de 1000 fois plus petit qu'un cheveu humain. Là. Donc, puis on en met des milliards. Là. Donc, c'est vraiment impressionnant à travailler avec ces choses-là. Par exemple, moi, la technologie que j'utilise, c'est une technologie des années 2000 là, qui était c'était le fun dans les années 2000. Là. La technologie 180 nanomètres, ça veut dire que le transistor, la plus petite dimension qu'il peut avoir, c'est 180 nanomètres ok. en largeur. Puis celle-là, par exemple, c'est 500 fois plus petit qu'un cheveu humain. Mais ça veut dire Donc, qu'aujourd'hui, si ça c'est aujourd'hui, 2000, ouais, c'est tout petit. Aujourd'hui, là, on parle de la taille d'un atome. Là. Donc, si, quand tu dis qu'on fait des procédés de fabrication, on développe quelque chose de physique, la taille d'un atome, ouais. ou relativement près de la taille d'un atome, c'est très impressionnant. Là. Puis, en fait, ça ajoute d'autres problématiques parce que là, on doit parler de physique quantique, puis il y a des effets qui apparaissent qu'il y a 20 ans n'étaient pas nécessairement apparents. Là. Parce que c'est tellement petit, on est tellement rendu microscopique, là, tu sais. C'est ça, Même exact. quasiment, j'oserais même dire quasiment au-delà de microscopique, là. Je sais pas après c'est quoi, parce Ouais. que des fois, on peut pas. J'imagine que ça devient tellement petit qu'on peut peut-être même pas l'observer avec des instruments, là. Non, en fait les seuls instruments qui existent pour observer le transistor à cette taille-là, c'est un microscope à électrons qu'on appelle. Parce que un microscope optique,
ben, ça ne fonctionne pas parce que la longueur d'onde de la lumière est plus grande que le transistor. Donc, nécessairement, même la lumière visible est trop grande, là. Donc, nécessairement, il faut utiliser d'autres outils, mais de toute façon, rendu là, on ne veut plus regarder les transistors individuellement, là, on Ouais. regarde l'ensemble. Puis, Ouais, c'est ça, l'ensemble de l'œuvre. Puis donc, c'est-tu pour ça que dans les dernières années, mettons justement depuis à peu près 40 ans, on voit toujours une espèce d'avancée exponentielle dans la technologie? J'imagine que c'est beaucoup relié à ça, là, tu sais. Je sais pas s'il y a un lien avec les disques durs. Tu sais, mettons, les disques durs, ils se rétrécissent tout le temps. Il y a aussi, tu sais, on a vu l'arrivée des technologies de disques durs numériques qui font que c'est encore plus petit qu'avant. C'est pas des disques magnétiques. C'est quoi le lien avec ça, les transistors? ben justement, en fait, le lien est direct parce que plus on peut faire d'intégration de transistors, plus on peut augmenter la mémoire sur la même surface. Donc, par exemple, il y a 5 ans, tu avais une clé USB de 5 GB, ben, 4 GB, 8 GB, 16 GB. Ben, maintenant, au jour d'aujourd'hui, si c'est exponentiel, au jour d'aujourd'hui, tu peux avoir des 128, 256, 1 Tera gigaoctets. Donc, oui, il y a une ligne directe parce que l'intégration fait qu'on peut augmenter les performances. C'est ça, ok. Fait que c'est ça, c'est ça aussi, justement, la loi de ce que j'ai compris de la loi de Moore. Euh, Est-ce que, pour mon information, j'ai cru comprendre que la loi de Moore devient de moins en moins vraie? Puis là, en plus, là, tu as dit c'est rendu la taille d'un atome, un transistor. Fait que je comprends pourquoi, Mané, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt avec les limites. Là, Mané, on pourrait peut-être dire, OK, on arrête. Là. Est-ce que la loi de Moore est moins vraie qu'avant? Oui, elle tient encore la route. Par contre, on prédit qu'elle va peut-être être de moins en moins vraie. Puis, tu l'as dit, étant donné qu'on se tend vers des tailles qui sont de la taille d'un atome, là, tu te dis, c'est quoi la suite? Comment on peut faire plus petit que l'atome? Il n'y a comme pas de chemin possible. Par contre, ce qui est super intéressant de voir dans la littérature, c'est qu'il y a des technologies un peu différentes qui viennent se faire développer ou qui viennent d'être inventées pour pallier à ça, pour garder la tendance de la loi de Moore. Par exemple, au lieu de faire le transistor comme une brique, bien, on empile les briques maintenant en 3D. OK? Donc, au lieu d'une architecture 2D, ben, on fait une architecture 3D. Au lieu de faire une architecture carrée, on fait des cylindres parce que les cylindres vont avoir une meilleure surface. Donc, c'est de changer un peu la géométrie, changer la façon de faire les choses qui continue à être d'innovation puis continue à améliorer les performances. Mais à un moment donné, au niveau de la taille, là, on est limité. Là. Donc, quand tu penses qu'il y a comme, je sais pas moi, 10 atomes de silicium de large, ben là, à un moment donné, tu peux pas en mettre moins parce que là, même, tu sais, ça marchera plus. Là. Les atomes vont passer directement un à l'autre. Là. Ouais, t'as juste plus de place, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et tout, il y a un concept le seul concept de physique quantique que je connais, que je me rappelle, mettons, qui est quand même intéressant, là, c'est l'effet tunnel, là, que je sais pas si tu connais ça, là, mais c'est que, tu sais, il y a comme il y a genre une plage de probabilité qu'un atome peut se téléporter d'une certaine distance, puis c'est vraiment minime, là, tu sais, c'est aucunement observé, c'est pas vraiment observable dans le monde macroscopique, là, c'est plus au niveau des atomes, justement. De ce que je me rappelle. Puis donc, j'imagine qu'à ces tailles-là, justement, tes données peuvent commencer à être sous la contrainte de ces téléportations aléatoires-là. Là. Ben, Je sais pas si tu sais. ça ou tout plein d'autres aspects quantiques, là, on s'entend que c'est plus rendu de l'électronique pure. Là. On peut même plus modéliser avec les logiciels de simulation, on peut même plus modéliser le transistor comme on le faisait ou comme moi je faisais dans mon projet de maîtrise parce qu'il n'y a plus d'équation mathématique qui régit à ces tailles-là. Okay? Il y a plein de phénomènes, c'est des probabilités, c'est statistique, donc il y a plein de phénomènes qui viennent entrer en jeu qui sont plus nécessairement euh, mesurables. On ne peut plus nécessairement se fier à ces phénomènes-là. Donc, il y a plein, oui, l'effet tunnel, mais il y a plein d'aspects là, qui font que l'électronique devient plus compliquée à concevoir dans ces tailles-là. Là. OK. Ouais, effectivement. OK, ben, maintenant, je comprends tout ce qui est. Ben, je comprends. je, je sais c'est quoi. J'étais un peu plus en contexte par rapport à la technologie CMOS que tu mentionnais. Fait que là, c'est vraiment question d'avoir une technologie à peu près des années 2000. Donc, toi, tu intègres l'idée par rapport à la technique PEF dans une puce qui a des transistors de 180 nanomètres. C'est On ça, est... exact, exact. Puis en fait, ces technologies-là, un peu, encore là, il y a une évolution au niveau de ces technologies-là. Là. Moi, c'est 180 nanomètres. Ensuite, on a passé à 65, 45. On réduit à chaque fois. Euh, mais tu sais, 180 nanomètres, tu dis que ça date de 20 ans, mais c'est encore très utilisé dans les systèmes comme ton téléphone intelligent. C'est quand même utilisé parce que c'est plus robuste que les nouvelles technologies. Pas robuste au niveau que ça n'a pas fait ses preuves, mais robuste au niveau de
des puissances que ça peut supporter, l'énergie que ça peut supporter. Parce que tu peux penser que le petit transistor qui a 10 atomes de silicium de large, bien, il est moins performant, il est moins robuste, moins costaud que le transistor que moi j'utilise qui est 180 nanomètres de large. Donc, c'est aussi cette question-là. Donc, c'est pas parce que la nouvelle technologie qui sort qu'elle est nécessairement applicable à tout ce qu'on utilise. La technologie que j'utilise, moi, par exemple, c'est une preuve de concept, mais ça peut être très bien utilisé dans l'industrie. Donc, par exemple, il y a un service de télécommunication, il y a un satellite qui pourrait dire ben, ton travail que tu as fait avec le 180 nanomètres, ça nous intéresse, on veut l'implémenter directement comme ça parce qu'on utilise cette technologie-là au jour d'aujourd'hui. Ouais. T'es comme dans le bon sweet spot, là, autrement dit. Là. T'es pas trop vieux, puis t'es pas trop récent non plus. Là. C'est ça. Puis il y a un avantage parce que pour donner une autre ordre de grandeur, la technologie que moi j'utilise, ben, il y a un certain coût à ces technologies-là. Puis évidemment, si ça date un peu plus de 20 ans, ben, c'est moins dispendieux que les nouvelles technologies. Bâtir une nouvelle usine avec les dernières technologies, là, on parle de la compagnie qu'ils ont mentionné, c'est environ 30 milliards. Là. 30 milliards pour bâtir juste l'usine qui va te produire. Ça, c'est juste l'usine, donc c'est pas le produit final. Là. Puis tu sais que dans 10 ans, ton usine elle va être désuète parce qu'il va y avoir des nouvelles technologies qui vont être développées. Fait que ton 30 milliards, c'est comme un investissement que tu dois déjà rembourser au jour 1. Là. Assez rapidement, oui. C'est ça, exact. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que tu viens de dire et toutes les pénuries dans les composantes électroniques qu'on voit dans les dernières années? J'ai beaucoup. Tu vas pouvoir me le clarifier une fois pour toutes. Ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'il y avait certaines composantes, certaines machines de composantes qui étaient difficiles à produire. Je suis à la bonne track? Oui, exact. Parce qu'en fait, le marché des semi-conducteurs, c'est un marché qui est. La fabrication des semi-conducteurs, c'est un marché qui est pas très. En fait, il y a certains joueurs dans le monde qui en font, dont la Taïwan. Mais à part en Taïwan, il n'y a pas beaucoup d'autres places qui en font. Il y a Intel qui en font, mais c'est pratiquement uniquement pour leurs propres besoins à eux, donc leurs propres CPU. Mais à part les CPU, là, les CPU, en fait, les CPU d'Intel, c'est une fraction. On parle de peut-être moins que 5% de ce qui est dans toute l'électronique globale. Donc, il faut que tu penses que là, en Taïwan, ils font tout le reste. Ils font le 95% du reste. Là. Donc, nécessairement, s'il y a un problème en Taïwan, il y a un problème dans le monde. Puis ce que ça fait, c'est que avec la COVID, avec l'arrêt qu'il y a eu au niveau des technologies, ben, s'ils arrêtent de produire 24 heures, ben, pendant au moins une semaine, un mois, après ça, nous, il y a un problème parce que tout le monde, tout ce qu'on achète, les écrans, les montres, les appareils en ligne, tout ça dépend de ces puces-là. Puis on a surtout vu au niveau des automobiles parce que les automobiles de plus en plus deviennent avec des gadgets, avec des options qui dépendent de la technologie, qui dépendent des systèmes numériques. Puis qui contiennent des puces. Donc, si jamais, je ne sais pas, tu as un véhicule, puis il y a des centaines, des milliers de puces dans un véhicule, on ne le sait pas, on ne le voit pas, mais les freins ABS, les détecteurs de sacs gonflables, c'est toutes des puces électroniques, la radio et j'en passe. Mais si jamais, je ne sais pas, le frein ABS, il n'y a pas la puce électronique, ben, tu ne peux pas livrer le char. Donc, nécessairement, ça vient comme en lot, tout ça. Puis c'est pour ça qu'il y a comme créé une pénurie parce que dès qu'il y a eu une fabrication qui a été arrêtée à cause, par exemple, de la COVID, bien, ça a tout chamboulé un petit peu la production mondiale, puis ça en est venu à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais fait un microconducteur, puis pourquoi il n'y a personne d'autre qui en fait? Personne ne voulait démarrer des usines parce que c'est une pénurie qui date depuis tellement longtemps que j'imagine que c'est des usines qui sont très lentes à mettre en place. C'est très long à mettre en place, puis ça prend des coûts énormes. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, pour avoir la dernière technologie, c'est 30 milliards. Premièrement, ça prend l'argent, mais ça prend aussi l'expertise. La compagnie qui en fait à Taïwan, d'ailleurs, eux, ils ont de l'expertise quasiment depuis les débuts. Un nouveau joueur qui essaierait d'arriver dans ce domaine-là, c'est pratiquement impossible. Non seulement pour l'expertise, mais aussi pour les fonds. Même si le gouvernement vient aider, c'est des fonds énormes. Puis tu sais qu'il faut que tu aies rattrapé un peu ces technologies-là, ces gros joueurs-là qui sont déjà dans le domaine. Il y en a des petits joueurs qui essaient de percer, mais c'est très difficile. Là. Fait que tu dis, il y a un joueur, un gros joueur en Taïwan? C'est pas juste le plus gros joueur dans le monde, c'est en Taïwan. C'est une compagnie qui s'appelle TSMC. Okay. C'est elle qui produit, je te dirais, là, je connais pas les chiffres, là, mais c'est plus que 60-70% là,
OK. de ce qui est produit, là. Ah ouais, OK, ça je savais pas. Mondial, là. OK, fait que c'est carrément eux, ils font pas des machines de microconducteurs, Non, ils eux, ils font les produisent. microconducteurs. Ils font les puces. Par exemple, mon projet de maîtrise, moi, je l'ai envoyé en Taïwan pour qu'il se fasse fabriquer par cette compagnie-là. Ouais, c'est ça. Puis ça, ouais, tu m'en avais déjà parlé de ce processus-là d'envoyer. Là, de ce que tu m'avais dit, il me semble que c'était une attente d'à peu près 6 mois, dans le fond, pour avoir ta puce. Tu t'envoies ça, puis t'attends à peu près 6 mois. Puis j'imagine qu'ils te font des retours là-dedans, des fois, où il y a... Non, il y Ben, a... en fait, c'est ça. La conception de puce, c'est un domaine un petit peu particulier parce que, je vais prendre l'exemple opposé, par exemple, la programmation. Il y a une boucle de rétroaction immédiate avec la programmation. Tu fais de la programmation, tu compiles, tu vois si ça marche ou ça marche pas instantanément. Tu peux corriger, adapter, déboguer. En 5-10 minutes, tu as fait ton programme, tu sais que ça fonctionne. En électronique, mais plus précisément en microélectronique sur puces qui doivent être comme les miennes, par exemple, la fabrication pour la technologie que j'utilise, qui est d'environ 20 ans, j'avais un temps d'attente d'environ 4 mois. OK? Donc, on s'entend que la boucle de rétroaction est très, très lente. Si tu veux faire des conceptions, je n'ai pas de marge de manœuvre, vraiment. Je fais ma fabrication. 4 mois plus tard, je reçois ma puce. Elle n'est pas fonctionnelle. Qu'est-ce que je fais? Ouais, Ben, je recommence, mais je repars à 4 mois encore. Donc, c'est vraiment, on met l'emphase sur la simulation, tout ce qui est avant l'envoi. Là, donc, on fait plusieurs vérifications nécessairement avant d'envoyer notre design, notre conception. Mais c'est ça, le fait que la boucle de rétroaction est longue, ça fait que c'est difficile un petit peu plus euh, je veux dire d'apprendre, là, mais c'est pas aussi facile de voir ce que tu fais ben oui. avec ce que tu obtiens Ben instantanément. oui. Ça doit vraiment clasher pour des gens, mettons, comme toi en électronique, parce que justement, tu l'as mentionné, quand tu fais de la programmation, puis j'imagine que tu en fais de la programmation, tu dois en faire beaucoup de programmation dans ce que tu fais. Tu as tes retours instantanément, après tu te revires de bord, puis là, tu peux acheter ta puce, puis là, tu attends 4 mois. Tu sais. Mettons, en mécanique, tu sais, c'est quand même, je pense que c'est un point de comparaison intéressant. Quand je veux faire des prototypes, on doit attendre, tu sais, généralement, ça peut attendre, mettons, 2 semaines avant d'avoir une pièce. Mettons une pièce en acier, là, peu importe c'est fait comment, ça ressemble à ça. Mettons du moulage en plastique, ben là, ça peut être des mois parce qu'il faut faire un moule, mais c'est des gros investissements. Mais, fait que, tu sais, juste 2 semaines, c'est quand même long, justement. C'est pas aussi rapide que la programmation, mais c'est pas, bon, là, c'est pas 4 mois quand même. Puis je pense que, puis là, on n'embarquera pas dans là-dedans, mais l'idée de justement sortir des nouveaux concepts, des nouvelles itérations rapidement en programmation, c'est ce qui a donné naissance à l'agile. Puis là, on n'en parlera pas de l'agile, là, justement, mais l'agile, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à appliquer dans le domaine mécanique parce que justement, tu peux pas vraiment. Puis je sais qu'il y a aussi, il y a eu des fois, il y a des conflits dans l'électronique avec l'agile à cause de l'intégration sur des cartes, justement, parce que le monde, tu sais, c'est comme, tu es habitué à faire des sprints, mettons, de 2 semaines, tu fais un résultat de 2 semaines, puis là, finalement, il faut attendre 4 mois pour avoir ta carte, fait que tu peux pas la tester en 4 mois, là. C'est ça, exact. Le cycle de développement est beaucoup plus long. Puis moi, c'est 4 mois, mais des technologies plus récentes, c'est beaucoup plus que ça. Donc, quand tu penses que le nouveau iPhone, il en sort un à chaque année, ça veut dire que le développement qu'ils ont fait, sont beaucoup plusieurs mois, sont même probablement quelques années d'avance avec ce qui vient de sortir là, en septembre maintenant. Donc, parce que le cycle de développement est très long, ou tu en fais en plusieurs en parallèle, puis à la fin, tu essaies de voir qu'est-ce qui va marcher. Mais c'est ça, c'est des cycles quand même assez longs qui sont. Je dirais oui, parce que je fais de la programmation, donc ça, oui, ça fait vraiment un clash, ça fait vraiment une grosse différence entre les deux. Puis même, tu me fais penser avec l'impression 3D, c'est pour ça que ça a pris aussi une ampleur que ça a pris aussi, parce que ça nous permet en un instant, par rapport à la fabrication manufacturière, de faire des prototypes rapides. OK, la qualité est un petit peu moins bonne, par exemple, que ce que tu vas faire en usine, mais c'est suffisant pour voir si ça fonctionne. Donc, c'est toujours ça, un petit peu d'accélérer. Mais malheureusement, on dépend un peu de la fabrication sur puce. Puis je comprends parce que on parle à l'échelle nanométrique. Donc, il n'y a pas vraiment de solution alternative que d'attendre. Il y a pas vraiment, on ne peut pas vraiment accélérer ce développement-là, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Mhm. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est malheureusement une des contraintes. C'est ça qu'on a. Peut-être que des nouvelles technologies éventuellement vont arriver. Peut-être que moi, c'est ce que j'aimerais. C'est ce que je trouverais intéressant, c'est de dire. Puis là, c'est vraiment pas mon domaine, mais tu sais, mettons que dans 10 ans, si on était capable de faire beaucoup plus rapidement des technologies puis des puces que mettons, qu'on faisait il y a 10 ans, mais un délai beaucoup plus court, ce serait déjà un très grand gain, je pense. Tu sais, d'essayer d'optimiser ce qui est vieux déjà, ça peut être le fun. Tu sais, tu dis que toi, tes technologies d'il y a 20 ans, c'est à peu près 4 mois, tu sais. Ben, peut-être que dans 10 ans, ça va être, tu sais, mettons, 1 mois ou 2 mois. Puis ça va être utile rendu là. Tu vas pouvoir quand même, c'est quand même petit, là, 180 nanomètres, là, fait que ça va quand même être utile.
Ouais, ouais, exactement, peut-être bien. Mais de l'autre côté, il y a aussi des innovations qui sont faites au niveau des simulations pour essayer de rendre le plus réaliste possible nos simulations, pour essayer justement de réduire le cycle de développement. Parce que si ta simulation fonctionne vraiment, puis tu as vraiment tout simulé, les parasites, puis tout ça dans ta puce, et là, tu t'attends à ce que quand tu la reçois, elle fonctionne. Donc, c'est une autre façon un petit peu d'accélérer le développement sans vraiment changer au niveau de la production. Mais si les deux peuvent nous aider à améliorer le cycle de développement, c'est certain que encore là, la technologie va cesser d'augmenter, va continuer d'augmenter comme elle le fait. Là. Ben oui. Hmm. Puis justement, toi, c'est quoi que tu utilises comme. C'est quoi un peu les logiciels que tu utilises? Je sais qu'il existe Altium. J'imagine que tu utilises ça comme logiciel pour justement faire un genre de modèle, une simulation, puis tester avant d'envoyer ça en commande. Ben, en fait, Altium, c'est un logiciel de conception de circuits imprimés. Euh, pour l'échelle macroscopique, ça fonctionne là, parce que là, on parle de taille de centimètres ou de. En tout cas, c'est vraiment plus gros. Pour ce qui est des puces, encore là, c'est un marché un petit peu niche. Il y a, je connais deux, trois, peut-être quatre compagnies qui offrent les logiciels. Puis c'est pas offert encore là, c'est dommage, mais c'est des logiciels qui vaut des centaines de milliers de dollars. Là. Donc, c'est pas accessible nécessairement à tout le monde. Au niveau de la recherche, on est chanceux dans les universités, on a accès à ces logiciels-là, dans l'industrie aussi. Mais c'est ça, c'est des logiciels ultra spécialisés parce que c'est une technologie très, très spécifique. C'est de la haute technologie, là, c'est une technologie de pointe. Donc, ça demande des outils très performants. Puis c'est au niveau des simulations, de la mathématique derrière qui nous permet en fait vraiment de simuler le plus réalistiquement possible ce qu'on fait à l'échelle nanométrique. Parce que d'autres logiciels, tu te dis ça pourrait peut-être faire, mais c'est parce que c'est moins cher et tout ça, mais ça ne contient pas vraiment tout ce que les logiciels que moi j'ai utilisés par exemple dans ma maîtrise, ça contient. C'est Ouais, comme un incontournable de toute façon d'utiliser ces logiciels-là au niveau de la ben conception de oui. puces. Ben oui, c'est ça. Fait que là, OK. Fait que là, c'est bon, ben, tu sais, fait que t'as utilisé malgré cela. Fait que t'as fait une conception d'une puce avec un de ces gros logiciels-là que t'as dit que t'avais ta licence. Est-ce que t'as reçu ta puce? Oui, oui, Bon. j'ai reçu. Ben, en fait, quand on fait la commande, ben, ils sont quand même gentils. Ils nous envoient pas juste une puce. Ah, Parce ouais. que la puce, elle a une taille de 1 mm par 1 mm. Donc, si Bon, tu la ouais. perds, t'es fini. OK, il faut t'attendre un autre 4 mois, mais ils sont quand même gentils. Euh, comme moi, j'en ai reçu à peu près 80 puces. OK. Ah, c'est vrai, Donc, ouais, excuse-moi, ça me j'avais permet de oublié. faire plusieurs prototypes. Ça me permet de m'assurer que s'il arrive des pépins, j'en ai de surplus, là. Mais de toute façon, la façon que les fabrications de puces c'est fait, il n'y en a pas seulement une qui peut être faite de toute façon. Là. Ça, c'est au niveau de la fabrication même. Là. Ils en font plusieurs dans un lot, puis de toute façon, pour eux, ça coûte pas plus cher. Là. Ouais, puis après, il les coupe C'est ça, probablement d'une certaine manière. Ouais. exact. Fait que là, mais ouais, puis excuse, tu me l'avais effectivement, tu m'avais envoyé une photo même, tu me l'avais dit que tu l'avais reçu, puis j'avais comme complètement oublié, mais oui, fait que là, c'est ça, fait que là, est-ce que t'as, ah ouais, excuse, attends, en fait, avant d'embarquer dans un autre sujet, j'étais comme curieux, ton paquet de puces, 80 puces à peu près, comment ça t'a coûté? À peu près, là, peut-être tu peux pas dire un chiffre, peut-être un ordre de grandeur, juste pour donner une idée à tous, tu sais. Ben, nous, dans le domaine académique, on a droit à tout comme le logiciel, on ne paye pas 100 000 par année pour les licences. Là. Donc, on a droit à des rabais. Donc, moi, par exemple, pour mes 80 puces, on parle de quelques milliers de dollars. Mais de toute façon, c'est des fonds de recherche qui sont dédiés à ça. Dans l'industrie, par exemple, la technologie que j'utilise, c'est à peu près 1000 dollars par millimètre carré. OK? Donc, ça grossit assez rapidement. Là. Tu dis que, par exemple, un CPU, ça a à peu près 1 cm par 2 cm. Ça va rapidement. Puis les CPU, c'est des technologies beaucoup plus modernes. Donc, on parle peut-être de 10 000 par millimètre carré. Donc, ça dépend des technologies, ça dépend des fabrications, là, mais bon, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Nous, dans l'académique, on a le droit à des rabais. Pourquoi? Parce que on ne fait pas une seule conception, puis on n'en fait pas des millions. On en fait quelques unités. Donc, toutes les universités, il y a un regroupement qui se met ensemble, puis on envoie tout dans le même lot, on envoie toutes ces conceptions-là qui sont différentes, Ah, puis le fabricant, il s'assure de tout mettre ça dans une fabrication. Pour lui, ça coûte moins cher. Pour nous, ça coûte moins cher. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'exemplaires, puis c'est une façon un petit peu de réduire les coûts. attends, ok, ben, je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. Pourquoi ça coûte moins cher de vous mettre ensemble vu que c'est des. Je comprends pas parce que c'est des conceptions différentes anyway.
Parce que, en fait, la façon que les puces sont fabriquées sur des disques d'environ 30 mm de diamètre. Sur un disque de 30 mm de diamètre, c'est une grande surface. Moi, mes puces de 1 mm carré, j'obtiendrais juste un coin de OK. ça. OK? Mhm. Donc, le reste de ce disque-là sont dédiés à d'autres universités. Donc, on se partage le disque essentiellement. Donc, on fait un seul disque, par exemple, pour tout le Canada à cette date-là. Donc, il faut attendre, il y a certains intervalles, il y a un calendrier, il faut suivre les dates. Puis, pour ce disque-là, on va se mettre plusieurs universités, on va se diviser le coût total. Ça permet justement de faire des prototypes dans le domaine académique. Maintenant, est-ce que, donc tu m'as dit que tu les as reçus, tes puces, est-ce que ça marche? Tel La qu'attendu, c'est vraiment question, une question ouais. large, là. C'est parce que j'ai reçu mes puces au mois d'août, puis c'est un développement quand même assez long. Euh, non seulement parce que je dois les monter ensuite, parce que bon, faut que tu penses que la puce a 1 mm carré. Comment je fais pour l'attacher au reste du circuit? Comment je fais pour. Même mes instruments de mesure dans le laboratoire, je ne peux pas brancher ça directement. Là. Il y a comme une interface qu'il faut que je fasse pour brancher cette puce-là au reste, à une interface plus gros, que je puisse ensuite brancher mes instruments de mesure et prendre mes mesures. Donc là, je suis comme un petit peu à l'étape. J'ai reçu mes puces. Là, je suis en train d'essayer de le connecter sur l'interface intermédiaire pour ensuite le brancher sur les instruments de mesure, prendre mes résultats. Puis c'est pas dit que ça va fonctionner du premier coup. Il est fort possible que ça demande une itération de débogage. Euh, Ah ouais? Genre renvoyer ouais. une commande de puce ou Non, mais modifier? parce qu'en fait, c'est que l'interface intermédiaire elle-même, en fait, c'est des circuits qui sont contenus dans l'interface intermédiaire, puis ces circuits-là vont affecter les résultats de la puce. Donc, ça va être, je ne peux pas changer la puce elle-même, mais je peux Ouais. changer ce qui est à l'extérieur. Puis c'est ce qui est souvent fait de toute façon dans ton téléphone. Il y a une puce, mais il y a des composants autour. Donc, les composants autour, on peut toujours les modifier, les changer pour aller chercher les meilleures performances possibles. OK, OK, ouais. Fait qu'adapter tout l'autour de la puce, c'est ça, tu peux pas y toucher vraiment, fait que c'est tout le reste que tu peux Ben, il est trop tard. adapter. Donc, c'est sûr que dans un monde idéal, je retournerai voir ma simulation, puis je ferai des petites modifications au niveau de mon circuit, puis je ferai des choses qui sont meilleures. Mais bon, la maîtrise, c'est juste 2 ans. Nous, dans le domaine électronique, étant donné que le cycle de développement est quand même assez long, je ne peux pas me permettre une deuxième itération. Là. Donc, Ouais, ça c'est va ça. être au niveau de l'interface intermédiaire seulement que je peux faire des modifications. Mais est-ce que, donc toi, ta maîtrise, il reste combien de temps déjà, à peu près? Ben là, moi j'ai commencé, ça va faire à peu près en fait quasiment un an et demi. Ça tire à sa fin, il me reste Ouais. à peu près juste une demi-année. C'est pour ça c'est accumuler les résultats finaux, faire faire la rédaction de la thèse, puis ensuite soumettre tout ça, la présentation. C'est pas rare que dans ce domaine de microélectronique-là, les maîtrises durent plus long que 2 ans. Des fois, on va demander des prolongations. OK. Mais encore là, ça dépend des projets. Là. Ça peut Ah dépendre. oui. Même pour un projet de microélectronique, il y en a qui peuvent le faire en moins de temps si c'est plus simple. Ça dépend. Ça dépend. Fait que là, tu le sais pas, c'est ça, t'as pas terminé encore, puis t'es C'est encore en ça. évaluation, mais t'as-tu une estimation de la diminution, dans le fond, d'énergie ou de l'augmentation du rendement que l'implantation de la technique PEF va apporter? J'ai pas encore de résultats pour parler, mais de toute façon, on vise quelques pourcents seulement, puis quelques pourcents, c'est amplement. En fait, on essaie de s'arracher les pourcents, puis on essaie de s'arracher les points Ah ouais. pourcents. OK. Parce que une amélioration de, tu sais, c'est pas tant que ça, mais une amélioration de, mettons, moins de 1%, ça semble banal, mais quand tu l'intègres dans des millions de téléphones qui sont vendus, c'est une augmentation qui finalement est quand même assez majeure. Ouais. Donc, c'est surtout ça, c'est ce qui fait que c'est l'échelle mondiale qui amplifie l'augmentation des performances qu'on essaie d'aller chercher. Puis que ce soit pour ma technique ou n'importe quelle technique, l'innovation, c'est toujours ça, en Ah fait, oui. c'est d'aller un petit peu gratter pour aller chercher un petit peu mieux que ce qui a été fait dans la littérature. Mhm. Il n'y a, pas de grosses avancées majeures, mais si tu es capable d'aller faire un petit peu mieux, la compagnie qui vend 1 million de téléphones va être très contente. C'est ça, c'est fou. Ouais, hey, je savais pas que c'était ça. Je savais pas que c'était dans ces ordres de grandeur-là. C'est vrai que effectivement, c'est ça qui est important parce que si on le fait pas, on l'aura pas, ce gain-là. Là, tu sais. Ça le prend l'effort. Tu sais. Fait que, des petits pourcentages de même, la question m'apparaît comment dans le fond, c'est quoi l'avantage de bord que les compagnies. Je comprends que ça consomme moins d'énergie, mais tu sais, mettons que Apple, parce qu'on utilise depuis le début l'exemple des iPhones, mettons que cette technologie-là est dans des iPhones.
Mais que oui, tu as plusieurs iPhones, mais au final, Apple, comment ils sont gagnants d'avoir, mettons, des pourcentages de plus? C'est qu'ils peuvent vendre, sûrement, c'est qu'ils peuvent vendre leur cellulaire probablement en disant on a augmenté la capacité de la batterie de temps de plus. Oui, ben en fait, l'amélioration, comme j'ai mentionné au début, c'est souvent, ça affecte beaucoup la batterie. Ben, en tout cas, tous les appareils sans fil, là, éventuellement, on va peut-être le voir, ben, quoi que les véhicules autonomes, ils ont une grosse batterie, mais si tous les appareils, les montres intelligentes, il y a une minuscule batterie à l'intérieur, tu veux pas que ça dure seulement une journée, tu aimerais ça que ça dure la semaine. Donc, l'amélioration de la batterie, de l'efficacité énergétique, ça te permet d'avoir la même taille de la batterie, donc on peut, ou même plus petite même, donc on peut réduire la taille de l'appareil et même le poids pour Ouais, une durée plus longtemps. ouais. Et même aussi la chaleur, parce que qui dit efficacité parle aussi de inefficacité. Donc, nécessairement, quand on parle d'efficacité, ça veut dire qu'à quelque part, on a des pertes. Donc, quand on vient améliorer l'efficacité, on a moins de pertes. Et toutes ces pertes-là, en fait, se traduisent en chaleur. Donc, quand ton téléphone va chauffer, puis nécessairement, ça va gruger, ça va prendre de l'énergie pour rien, en fait, ça va être pas de l'énergie utile. Ouais, c'est ça, c'est ça, cette perte-là, effectivement, une augmentation du rendement, donc moins de chaleur, c'est ça, moins de pertes générées. Puis c'est toujours un petit peu mieux d'avoir moins de chaleur dans des systèmes comme ça, surtout que les cellulaires, ils n'ont pas vraiment de ventilateur, je pense. Non, c'est ça. Puis même la technologie 5G, on a remarqué déjà que les téléphones 5G, ils surchauffaient beaucoup plus Mm. que les autres téléphones, par exemple. Donc, on doit un petit peu pallier à tout ça. Puis l'efficacité énergétique, ça vient un peu par là. Puis de Mm. toute façon, quand on parle de technologie, que ce soit les téléphones mobiles qui sont à batterie, de même les réseaux, on parle de réseaux d'électricité, on parle d'environnement, on ne veut pas nécessairement consommer plus d'énergie. Là, on parle par exemple le réseau de télécommunications mondial consomme des terawatts à l'heure. Donc, mais pas à l'heure, Ok. excusez, donc des terawatts annuels. Là. Donc, c'est une quantité d'énergie énorme. Puis cette quantité d'énergie-là n'est pas de fait de façon, je dirais, environnementale. OK? Donc, nécessairement, si on consomme de l'énergie, plus d'énergie en fait, puis qui n'est pas générée de façon environnementale, nécessairement, on n'aide pas notre cause au niveau de l'environnement. Là. Donc, Mm. en réduisant notre capacité énergétique ou en rendant nos appareils plus efficaces, eh bien, on va chercher une moins grande consommation électrique. Ou si on va chercher une consommation électrique, bien, elle va être utilisée à plus haut rendement. Mhm. Ouais, en plus, c'est sûr qu'au Québec, on est quand même chanceux, on a quand même une belle manière de générer de l'électricité, mais dans d'autres pays, d'autres provinces, c'est vraiment pas le cas. Là. Au niveau mondial, c'est pas Mondial. très beau. Ouais. 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 Mais honnêtement, ouais, ben écoute, je pourrais pas trouver une meilleure manière de terminer l'épisode. Est-ce que tu avais des trucs que tu n'as pas encore mentionnés que tu aimerais partager? Oui, moi, il y a une chose, j'aimerais qu'on discute. En fait, j'aimerais Ouais, juste partager, c'est que ouais. moi, j'ai fait, pour le petit historique, là, j'ai fait un deck technique. J'ai fait mon bac, puis là, je suis rendu à la maîtrise. Puis je le savais quand je faisais mon deck technique que je voulais aller au bac. Puis je le savais quand je faisais mon bac que je voulais aller à la maîtrise. Puis il y en a des fois, en fait, surtout à l'ETS, je l'ai remarqué parce que c'est une école d'ingénieurs. Je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs, mais j'encourage le monde à aller faire des études au cycle supérieur. Des fois, on pense que bon, les cycles supérieurs de la recherche, c'est du pelletage de nuages. En génie, je peux dire que c'est pas le cas. Il y a des fonds, il y a beaucoup de fonds qui sont déployés pour faire de la recherche. Puis comme vous avez vu dans le podcast, c'est de la recherche appliquée, pas juste pour mon projet, mais dans Ouais. tout le département, c'est de la recherche appliquée. On fait de quoi de concret qui bénéficie éventuellement à l'industrie, que ce soit la 5G, éventuellement la 6G. Donc j'encourage le monde à aller faire de la recherche, aller au cycle supérieur. Par exemple, ici à l'ETS, ce que j'ai remarqué, ça a été vraiment très flagrant, là, mais au cycle supérieur, ici en génie électrique, on est à peu près 5% de Québécois. OK? Il y a très peu de relève. Puis je peux comprendre parce que quand on finit nos études au bac, on se fait offrir des emplois quand même assez bien rémunérés, avec des bonnes conditions et tout ça. Puis quand on regarde un peu avec les cycles supérieurs, on se dit, OK, encore 2 ans à l'école, 4 ans pour le doctorat, est-ce que ça me tente vraiment d'aller dans tout ça? Euh, on parle pas de salaire, on parle par intérêt. Si vous avez de l'intérêt, allez-y. Ouais. Je pense qu'il y a plein beaux de projets. Là. Les professeurs, ils ont pas de.
ils ont une limite en fait sur le nombre d'étudiants. Ils n'ont pas une limite sur le nombre de projets qu'ils ont à offrir. Ouais. Là. Ils ont Donc, beaucoup d'idées, c'est ça, ils ont beaucoup d'idées, puis justement, il y a beaucoup de fonds, il y a des bourses, probablement. Là, oui, en, exact, en électrique, exact. en électrique, en plus, c'est un domaine vraiment pas en renaissance, mais continuellement en naissance, je devrais dire. Là. Il y a tout le temps d'innovation là-dedans. Là. Oui, puis même en fait, ben, je parle pour tous les génies, là, il y en a toujours, toujours. Puis même, on pensait pas de ça parce que, bon, c'est quand même nouveau, là, mais même, j'ai plusieurs de mes collègues qui, eux, font, par exemple, du machine learning, donc l'intelligence artificielle pour les puces électroniques. Dans le cas qu'on se dit, moi, c'est plus analogique, donc on peut arriérer un petit peu, là, mais il y a du développement très, très fine pointe de technologie qui se fait, qui est très intéressant. Puis on apprend à en connaître un petit peu plus. Moi, j'ai appris à la maîtrise à aller un petit peu plus au fond des choses que ce que j'avais avec mes connaissances au bac. Donc, ça ouvre un peu l'ouverture. Puis on se dit ensuite, OK, mais les études supérieures, ça rend une spécialité très, très précise. Est-ce qu'il y a une entreprise qui va vouloir engager cette spécialité-là, par exemple? Mais en fait, oui, l'entreprise va vouloir t'engager, non pas seulement pour cette spécialité-là, mais ils savent que tu es capable de faire un projet de longue haleine, puis tu es capable d'aller creuser pour résoudre des problèmes. Moi, en fait, c'est le premier gros projet que j'ai fait sur une aussi longue période. Au bac, on s'en tenait à des projets de 4 mois, par exemple, pour une session. Ensuite, on fermait les livres, c'était terminé. À la maîtrise, tu peux pas, après 4 mois, fermer les Ouais, livres, OK? Donc, parce que ça ta finit pas. thèse finale en dépend, les résultats en dépendent. Si ma puce fonctionne pas, moi, il faut que je continue à travailler pour essayer d'obtenir des résultats. Parce que je peux pas fournir une thèse avec des résultats qui sont pas Qui concluants sont ou qui incomplets. n'aboutissent à rien, là. Mhm. Ouais, Donc, comme. c'est mon message. Ouais. J'invite le monde à aller. En tout cas, si on a des jeunes qui écoutent, là, à aller au cycle supérieur, c'est super passionnant. Écoute, ouais, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des maîtrises, que ce soit c'est ça, des maîtrises en génie ou j'ai des amis qui ont fait des MBA aussi. Puis c'est effectivement, des fois, tu poses la question, tu es comme, OK, ben, est-ce que le 6 ans, le 2 ans de plus ou le 6 ans de plus d'études, ben, je pourrais l'avoir dans mes poches, mais en même temps, c'est vrai, ça devrait être vu quand même comme un investissement. Là, c'est un calcul qui est un peu plus complexe que de dire je perds 6 ans de travail. Là. Ouais, Ok. c'est ça, exact. Puis c'est d'aller chercher des compétences un petit peu plus approfondies. Par exemple, les équations qu'on nous montre au bac, ben là, à rendu à la maîtrise, il faut que tu les fasses, les équations, puis que tu les développes pour les améliorer. Donc, tu peux plus nécessairement te baser sur ce que tu t'es montré, mais c'est vraiment d'aller creuser un peu plus dans les sujets, t'intéresser un peu plus, puis lire beaucoup. Là. Lire, c'est vraiment un incontournable. Là, aller lire la documentation, la littérature, là, c'est vraiment, il faut être baigné dans le sujet pour aller améliorer, innover, là, si on veut avancer la recherche. Ben super. Écoute, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Philippe. C'était vraiment intéressant. Puis j'en ai appris beaucoup. Puis j'étais un petit peu intimidé par le sujet au début, comme je l'ai mentionné, mais finalement, ça a vraiment, vraiment bien été. C'était très bien expliqué, je trouve. Puis ça a bien été. Ben, merci à toi. Merci à toi. Merci aux auditeurs aussi d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.